Variations sur les discriminations en science-fiction. La science-fiction se propose volontiers comme le genre de l'émancipation. Elle rêve de futurs débarrassés de nos mesquineries présentes, peuple ses récits d'intelligence fraternelle et de civilisation extraterrestre qui auraient surmonté leurs archaïsmes. Et pourtant, les discriminations n'ont pas disparu de ces pages. Elles s'y sont déguisées, déplacées, retournées, parfois exhibées avec courage, parfois reconduites à l'insu de ceux qui les écrivaient. Ce que la SF fait de nos exclusions dit long, non seulement sur les autorices qui l'habitent, mais sur la société qui la lit, qui la finance et qui décide de quoi elle a le droit de parler. Variation 1, le déplacement. La première stratégie, la plus ancienne et sans doute la plus répandue, consiste à déplacer la discrimination sur un autre terrain. On ne parle pas des noirs et des blancs, on parle des humains et des androïdes. On ne parle pas des femmes, on parle d'une race alien dont le genre serait fluide ou absent. On ne parle pas des colonisés, on parle des habitants d'une lune miséreuse exploitée par une planète prospère. Ce déplacement peut être libérateur. En sortant le lecteur de ses repères habituels, il déjoue les réflexes défensifs, oblige à percevoir une structure d'oppression que la familiarité quotidienne rendait invisible. La main gauche de la nuit d'Ursula K. Le Guin fonctionne ainsi. En inventant une humanité androgyne sur la planète Géten, elle retire le genre de l'équation pour mieux montrer ce qui reste quand on l'a ôté. Ce qui reste est beaucoup, et c'est dérangeant. Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques de Philippe K. Dick, et dans son sillage le film Blade Runner déplace les frontières de l'humanité sur la question de l'empathie. Qui mérite la protection morale de la société ? Ceux qui ressentent ou ceux que la loi déclare capables de ressentir ? La question renvoie directement à l'histoire des législations qui ont, pendant des siècles, déclaré certains êtres humains incapables de souffrir de manière juridiquement recevable. District 9 de Neil Blomkamp transpose l'apartheid sud-africain dans une métaphore extraterrestre d'une brutalité presque didactique. Des aliens, parqués dans des camps de tôle ondulés à la périphérie de Johannesburg, traités comme une nuisance sanitaire, déplacés de force pour libérer un terrain. L'efficacité du déplacement tient ici à la violence de sa transparence. Le film ne laisse aucun doute sur ce qu'il raconte vraiment. Mais le déplacement a son revers. Quand les X-Men deviennent la métaphore interchangeable des minorités discriminées, les LGBTQ+, dans un film, les Noirs dans un autre, selon les besoins du scénario, on assiste à une dépolitisation par substitution. La lutte réelle disparaît dans l'allégorie. Les corps réels, les noms réels, les histoires réelles s'effacent derrière des pouvoirs télékinésiques et des griffes en adamantium. Le déplacement devient alors une façon de parler des exclusions sans avoir à nommer ceux qui les subissent, ce qui est en soi une forme supplémentaire d'effacement. Variation 2, le retournement. Renverser les rapports de domination pour en exposer la mécanique. Voilà une autre tentation de la SF. Les sociétés matriarcales où les hommes sont réduits à leurs fonctions reproductives. Les terriens colonisés par une puissance galactique qui leur impose sa langue, ses dieux, son découpage du temps. Les corps blancs marginalisés dans une civilisation dont ils ne comprennent pas les codes ni les gestes de politesse. Herland, en 1915, de Charlotte Perkins Gilman, met en scène 3 explorateurs face à une société féminine pacifique et prospère et transforme leur désarroi en critique des présupposés masculins sur la civilisation. Gilman n'a pas besoin de violence pour démonter la hiérarchie, il lui suffit d'en inverser les évidences. Le Female Man, 1975, de Joanna Russ, pousse ce retournement jusqu'à l'inconfort délibéré. En multipliant les versions d'une même femme dans des réalités parallèles, Russ montre que l'oppression des femmes n'est pas une fatalité naturelle, mais une construction historique parmi d'autres possibles. Le pouvoir de Naomi Alderman, paru en 2016, reprend ce dispositif en y ajoutant une lucidité supplémentaire sur ses propres limites. Quand les femmes développent la capacité d'infliger de la douleur par décharge électrique, l'ordre mondial se renverse, et le roman montre sans complaisance que l'ancienne structure d'oppression ne disparaît pas. Elle change de main. Plus troublant encore, Alderman encadre son récit dans un dispositif méta où un auteur masculin, dans un futur matriarcal, soumet son manuscrit à une romancière
qui lui conseille de prendre un pseudonyme féminin pour être pris au sérieux. Le retournement s'examine lui-même et c'est là qu'il devient intéressant. Embassy Town de China Miéville installe des humains comme colons minoritaires sur une planète alien dont ils ne maîtrisent pas la langue. Une langue si fondamentalement différente qu'elle résiste à toute traduction honnête. Ce que les humains ont fait pendant des siècles à d'autres peuples, Miéville leur fait subir avec une précision désagréable. Cependant, le simple retournement ne suffit pas à déconstruire. Montrer qu'une hiérarchie peut être inversée démontre son arbitraire. C'est déjà quelque chose de précieux. Mais cela ne dit rien sur les mécanismes qui la produisent et la reproduisent, sur ce qu'il faudrait changer au fond des institutions, et non seulement à la surface des positions. Le pouvoir l'illustre mieux que quiconque. Renverser la domination sans transformer les structures, c'est reconstruire la même prison avec de nouveaux gardiens. Variation 3. L'intersectionnalité avant le mot. Kimberlé Crenshaw, juriste, féministe et théoricienne américaine, a théorisé l'intersectionnalité en 1989. Mais la littérature l'avait précédée, pas toujours avec ce vocabulaire, pas toujours consciemment, mais avec cette intuition que les discriminations ne s'additionnent pas proprement, qu'elles se combinent, se modifient, produisent ensemble quelque chose qu'aucune d'elles ne produit seule. Octavia Butler en est l'exemple le plus souvent cité, et à juste titre. Dans Kindred, une femme noire du XXe siècle est projetée dans l'Amérique esclavagiste du XIXe. Ce qu'elle traverse n'est pas superposable à ce que vivrait un homme noir dans la même situation, ni à ce que vivrait une femme blanche. Son expérience de l'oppression est singulière, précisément parce qu'elle est noire et femme en même temps, dans un système qui a des usages distincts de chacune de ces deux catégories, et des usages particuliers et particulièrement violents de leur combinaison. La 5e saison de N.K. Jemisin pousse encore plus loin cette logique. Les orogènes y sont systématiquement opprimés, capturés et stérilisés, et la protagoniste, femme, noire et orogène, incarne une combinaison de rapports de domination dont le roman trace l'expérience de survie avec une précision douloureuse. Jemisin écrit au présent et à la deuxième personne, un choix formel qui force le lecteur à ne pas rester à distance de ce corps-là. Nalo Hopkinson, autrice jamaïco-canadienne, travaille ce même territoire avec ses propres outils. Le créole, le folklore caribéen et la désorientation culturelle qui deviennent autant de ressources narratives. Dans Midnight Robber, une jeune femme est exilée sur une planète prison où évoluent les figures de la mythologie antillaise. Dans son œuvre, la discrimination n'apparaît pas comme un problème à résoudre, ni un simple obstacle à surmonter, mais plutôt comme un milieu dans lequel ces personnages vivent, respirent et inventent des façons de tenir debout et parfois de prospérer autrement. Ce déplacement de perspective est l'un des gestes les plus politiquement engagés que la science-fiction puisse accomplir.